À l'automne 1421, le vent glacial du nord du plateau mongol arriva dans la prairie de Jangbei. Arutai, le chef de la tribu des Tatars mongols, soumise alors à la dynastie Ming, mena une armée pour attaquer l'armée des Ming. Le commandant Wang Huan engagea ses troupes pour riposter, mais en infériorité numérique, ils furent tous massacrés. C'était au nord du pied de la montagne Yinshan, à moins de 250 km au nord-ouest de Beijing. En traversant la montagne Yinshan, les cavaliers mongols arrivèrent tout près de la cité interdite. Scintillant dans le ciel sur la galaxie, les étoiles sont menées par la Grande Ourse autour de l'astre central appelé le pôle Nord. Les anciens croyaient que c'était là que résidait le Seigneur des cieux, nommé Ziwei-yuan, la cité pourpre. Comparé au palais céleste, le lieu de résidence de l'empereur, ou fils du ciel, devait bien évidemment s'appeler la cité pourpre interdite. Et dans cette cité pourpre interdite sur terre, tout devait obéir à la loi du ciel et de la terre. En novembre 1421, d'après le calendrier lunaire, Beijing était déjà entré dans un hiver glacial. Vers minuit, au moment le plus froid de la journée, Xia Yuanji, alors ministre des Finances et des Ménages, partit pour la cité interdite. Aujourd'hui, nous pouvons à nouveau marcher dans la cité interdite et suivre les traces de Xia Yuanji. Mais contrairement à 600 ans plus tôt, nous pouvons maintenant accéder à la cité par l'entrée principale de la porte du Méridien. Après le pont intérieur des Eaux d'Or, juste en face se trouve la plus grande porte de la cité interdite, également porte principale de la cour extérieure. Sous la dynastie Ming, celle-ci s'appelait Fengtianmen, ou la porte de la révérence au ciel. Des deux côtés de la porte, ces majestueux lions en bronze sont les seuls restants de la dynastie Ming dans la cité interdite. Du côté est, un lion mâle marche sur un hortensia, incarnant la maîtrise du pays, tandis que du côté ouest se dresse une lionne caressant ses petits, symbolisant une progéniture prospère. La femelle et le mâle sont le yin et le yang. Cette harmonie entre le yin et le yang représente juste le plus haut niveau idéal de la culture chinoise et continue de se perpétuer. Dans les anciennes dynasties, le contrôleur suprême de l'harmonie entre le yin et le yang était l'empereur lui-même. La volonté de l'empereur, en particulier celle des plus grands, ne peut être désobéie. Moins de 100 jours après l'achèvement de la cité interdite, la foudre frappa le pavillon le plus haut du palais, ce qui provoqua un incendie détruisant 2 autres pavillons. Cela obligea l'empereur Yongle à tenir ses réunions de la cour impériale devant la porte de la révérence au ciel. En 1421, 19e année du règne de Yongle, par un matin d'hiver, l'empereur Yongle apprit la terrible nouvelle de la chute d'un bastion au nord. Les réunions de la cour tenues ici étaient appelées débats sur les affaires d'État devant la porte de la cour, ayant lieu pour la plupart devant la porte de la révérence au ciel sous la période des Ming. Cette perte fut intolérable, voire même une honte pour un empereur qui combattit toute sa vie.
La grande dynastie Ming devait donc former une puissante défense à la frontière nord pour résister aux forces mongoles des Yuan. Face à cette situation militaire urgente, l'empereur Zhu devait réagir immédiatement contre ses ennemis. Ainsi, la menace venant du nord posa un sérieux problème lors des réunions de la cour. Si la cavalerie mongole n'était pas repoussée et que les nobles mongols ne renonçaient pas à leur rêve de reprendre la ville de Beijing, la capitale impériale des Ming ne serait jamais en paix. En d'autres termes, cela prouverait que Zhu avait pris une mauvaise décision quant au transfert de la capitale. Au contraire, si d'emblée il ripostait avec une grande force, les envahisseurs seraient dispersés et Beijing serait imprenable, prouvant ainsi que l'idée de garder la porte du pays par le Fils du ciel était non seulement un acte héroïque, mais également une stratégie qui avait du sens. Qu'il s'agisse de stratégie militaire, de manœuvres politiques ou même de calcul de son pouvoir personnel, Zhu ne pouvait pas se montrer faible. L'empereur avait déjà la réponse dans son cœur. Ce fils du ciel à cheval passa toute sa vie dans les batailles, dans le but notamment de pacifier le nord et éliminer les forces mongoles des Yuan du nord. Ainsi, Zhu décida de se rendre en personne sur le champ de bataille. Le fait de garder la porte du pays par le Fils du ciel signifiait que Zhu n'était pas là pour faire de la figuration, ni présent pour une défense passive. Il préconisait plutôt de combattre activement les ennemis. Au printemps de la 20e année du règne de Yongle, Zhu partit pour sa 3e expédition militaire vers le nord, en Mongolie. Sorti par la porte de la vertu et de la victoire, son armée se dirigea vers les prairies du nord, en passant par la passe de Zhuyong. La nouvelle de cette expédition menée par l'empereur lui-même créa un effet dissuasif. Lorsque l'armée marcha vers le front, Arutai voulut éviter les combats et se retira pendant la nuit. Le calme revint alors à la frontière nord, pour l'instant. Traversant l'Eurasie, l'Empire mongol s'appuyait sur la cavalerie. Le régime mongol des Yuan du Nord, s'étant retiré des plaines centrales, disposait encore d'une redoutable élite de cavalerie. La crise à la frontière nord fit de la guerre de conquête un mot clé dans les 100 premières années de la dynastie Ming. Dans cette peinture conservée par Zhu Yuanzhang, l'empereur fondateur des Ming, il y a plus de 1200 chevaux d'allures différentes. L'empereur, qui avait connu une centaine de batailles, inscrivit sur l'œuvre « Quand je pense aux fondateurs des dynasties précédentes, je sens qu'on n'a pas assez souligné le mérite des chevaux. Maintenant que la paix est revenue, même en étant en sécurité, nous devons prévoir tout danger. Je songe donc à élever plus de chevaux à la campagne et en faire profiter les générations futures. » 在明洪武6年的时候，朱元璋呢下诏在滁州建立马政机构，因为当年朱元璋皇帝的老家呢是咱们滁州下辖的凤阳县。滁州它地处长江与淮河之间的丘陵地区，那么现在我们滁州还有很多地名都是某某草场或者是某某马场，都是明朝时期啊这个官马民养制度呢遗留下来的。 Au début de son règne, Zhou Yuanzhang commença à mettre en place une stricte politique pour l'administration des chevaux. Que ce soit dans le nord ou le sud du pays, des fonctionnaires aux gens ordinaires, tous devaient élever des chevaux de guerre pour la cour impériale. Cette politique pour les chevaux des Ming était loin de faire l'unanimité. D'un lourd fardeau pour le peuple et provoquant des réflexions parmi les officiers et notables, cette politique fut ensuite transformée en une taxe, recette entièrement destinée à l'achat des chevaux de guerre. Le peuple sous les Ming supporta en silence cette situation.
Tous comprirent que si la dynastie Ming échouait, les nobles mongols des Yuan du Nord reviendraient avec rage à la charge et pour un tribut bien plus fort à payer. Grâce à des efforts acharnés, Zhou Yuanzhang établit la dynastie Ming, puis Zhu Di en élargit activement le territoire. Cette dynastie partait de la zone fluviale au sud du fleuve Yangtze, puis traversait les régions agricoles des plaines centrales pour s'attaquer aux zones nomades. Elle atteignit finalement son apogée pendant la période de Yongle. Au cours de la première année de l'ère de Yongle, la cour impériale des Ming noua une relation avec la tribu Hami. L'année suivante, Anke Timur, le chef des Hami, reçut le titre de roi, attribué par la cour Ming. La 4e année du règne de Yongle, la cour impériale des Ming créa la garnison de Hami afin de construire une barrière contre les menaces des hordes mongoles Yungar et Ohara à la frontière nord-ouest. Comme toutes les grandes dynasties dans l'histoire, les monarques du début de la dynastie Ming étaient aussi habiles pour la guerre que pour la diplomatie. Ils surent unir tous ceux qui pouvaient l'être. À la 11e année du règne de Yongle, à la suite des guerres de conquête menées par Zhu Di et couvrant différentes régions, le territoire de la dynastie Ming fut finalement établi. Selon la cartographie de l'histoire officielle des Ming, la dynastie Ming possédait au départ un territoire de 5800 km d'est en ouest et 5400 km du nord au sud, s'étendant de l'île Sakhalin jusqu'à l'archipel Chetangu, de la passe Shanghai jusqu'à la garnison de Hami. C'est une nouvelle dynastie multiethnique qui se dressait donc à l'est du continent eurasien. Des émissaires de la dynastie Ming s'aventurèrent dans des régions lointaines et y laissèrent leurs empreintes de pas. Hu Xian, alors vice-inspecteur des cérémonies de la cour impériale, fut l'un des proches collaborateurs de l'empereur Yongle. Il est né dans un lieu à l'intersection des régions tibétaines et des Han, à la limite du plateau Qinghai-Tibet. Ici, les gens étaient habitués au contact avec différentes ethnies. Zhu Di choisit Hao Xian pour accomplir la tâche qui lui convenait le mieux. Il fut envoyé dans le Tibet pour accueillir l'éminent moine Chabe Sambu. À la même période, l'eunuque Mangji se rendit dans la région de Hehuang, la province du Qinghai. En tant qu'émissaire impérial, il supervisa au nom de l'empereur la construction de l'extension d'un temple. 右边这桶杯呢叫皇帝制御杯，皇帝制御杯的话，等于是皇帝的一道圣旨。那么这是哪个皇帝的圣旨呢？这也是永乐皇帝朱棣的圣旨啊。他在这道圣旨中说呢，你皇帝敕谕西宁地面大小官员、军民、诸色人等。他说佛法无边，佛教的教育呢，教化世界的人们大不欺小，强不凌弱啊。瞿昙寺呢，秉承佛的教义，教化万民，保大明王朝呢千秋万代。他说所有西宁地面的官吏、绅士以及过往的兵丁，对瞿昙寺呢不能横加干涉，要是私人呢，僧人自由修行，祈祷大明王朝千秋万代。 Majestueux et solennel, avec son pavillon à double avant-toit, le temple Chutan représente le plus haut niveau d'architecture géré par les gouvernements des dynasties Ming et Qing. Les deux ailes de ce pavillon s'arquent vers le haut, reliées à deux côtés aux couloirs inclinés exprimant « serrer la main » et les dignes tours de la cloche et du tambour se tiennent face à face. Imitant la cité interdite de la capitale impériale, particulièrement par l'architecture du pavillon de révérence au ciel et ses couloirs inclinés sur ses deux ailes, et celle des pavillons civils et martials, ce temple fut bien sûr surnommé « Petite cité interdite » par les locaux. Cette cité interdite miniature était très prisée par les empereurs du palais impérial. De nombreux présents royaux furent envoyés de la cité interdite au temple Chutan. Depuis, ce lieu témoigne de la richesse des diverses cultures de la nation chinoise. Le temple Chutan abrite de nombreuses statues bouddhistes tibétaines, avec sur toutes l'inscription « Offrande du règne de Yongle des Ming ». La statue de Bodhisattva, en bronze doré,
a un beau sourire et des représentations subtiles. Alors que sa physionomie et ses tenues viennent plutôt des plaines centrales, son chignon supérieur est de style tibétain. Le style mixte des Han et du Tibet est présent partout dans les régions frontalières nord-ouest et le concept « un monde, une famille » se reflète concrètement dans les œuvres d'art. Avec ses croyances du bouddhisme et son prestige impérial, Zhu a mis en place une politique d'autonomie locale et imposé des méthodes telles que la canonisation et des récompenses pour apaiser et unir les peuplades locales. Il a ainsi maintenu l'harmonie et la stabilité de la frontière de la dynastie Ming pour assurer une paix centenaire tout en sauvegardant l'intégration de l'unité pluraliste de la nation chinoise. Une réussite politique et militaire, c'est le rêve de tout empereur, et Zhu n'y fit pas exception. Dès son intronisation, il prit comme nom de règne Yongle, ce qui signifie la paix et le bonheur éternel. Ce fut son ambition déclarée. L'esprit confucéen poursuit des vertus, des paroles et des actes méritoires. Un monarque doit non seulement enrichir le pays et renforcer son armée, mais aussi laisser un patrimoine culturel à l'histoire. Sinon, il ne pourra pas faire partie de la lignée des grands empereurs. Pour réaliser son rêve de paix et de bonheur éternel, il ne suffisait pas de pacifier la frontière du pays. En combattant sur son cheval, un souverain peut conquérir le monde, mais ne peut pas gouverner en même temps le pays. Au cours de la première année du règne de Yongle, Zhu, qui prit le trône à son neveu, lança un vaste projet de construction culturelle. Parmi les œuvres calligraphiques datant du début des Ming, conservées au musée du Palais impérial, cette pièce calligraphique est la plus estimable. Il s'agit là d'une écriture de Chengdu, un académicien impérial. Son coup de pinceau est ferme, avec un style rond comme des perles et lisse comme le jade. Étant l'un des grands talents et favoris de l'empereur Yongle, il démarra une carrière officielle en vertu de son excellente calligraphie. Son style étant apprécié par l'empereur Yongle, il fut donc chargé d'écrire les plus importants documents impériaux de la cour. Dans les anciennes dynasties chinoises, les souverains attachaient tous une grande importance à la calligraphie. La beauté de l'écriture fut donc le critère de sélection des officiels à partir de la dynastie Tang. Sous les Ming, les goûts officiels en matière de calligraphie devenaient plutôt singuliers, voire rigides. La calligraphie de Chengdu fut nommée le style de la cour. Ce type d'écriture a l'avantage d'être soigné, délicat et méticuleux. L'inconvénient est que la calligraphie a perdu son esprit libre et son individualité. Cependant, pour la publication imprimée, les caractères réguliers sont les plus appropriés. Et c'est justement grâce à ce style rigoureux, trait par trait, que la grande encyclopédie de Yongle fut réalisée, compilation des connaissances dans l'histoire de la culture chinoise. La Bibliothèque nationale de Chine possède aujourd'hui une belle collection de la grande encyclopédie de Yongle, couvrant toute la richesse intellectuelle de la nation chinoise depuis des millénaires. Sur les plus de 400 volumes qui existent jusqu'à présent, 224 sont devenus les trésors de l'établissement. Ces grands livres de 50,3 cm de hauteur rappellent à tout moment au lecteur le chapitre glorieux d'un âge doré. La couverture du livre en jaune vif est enveloppée de papier de coton blanc comme des éléments de cocon aussi brillants que la neige. Fait d'écorce de mûrier et d'érable, matière première principale, l'épaisseur du papier est bien adaptée pour l'écriture à l'encre. Dans le texte, les caractères noirs sont bien droits, nets, soyeux, lisses et uniformes. Grand secrétaire du cabinet impérial, Shi Jin fut le premier rédacteur en chef de la grande encyclopédie de Yongle. Ayant passé l'examen impérial et obtenu à l'âge de 19 ans le titre de Jinshe, érudit du plus haut niveau,
Il fut reconnu lors du règne de Zhou Yuanzhang comme un grand talent. Cette œuvre calligraphique, poème du voyage aux roches de 7 étoiles, montre un très beau style, comme des nuages et de l'eau dans un mouvement totalement libre. Limogé et envoyé par l'empereur dans le Guangxi, Xie Jin improvisa ce poème lors de sa visite des roches de 7 étoiles à Guilin. Il n'est pas difficile de voir son arrogance entre les lignes et caractères dans cette calligraphie. À 34 ans, Xie Jin présida la compilation et révision de ce grand projet. Il ne lui fallut qu'1 an pour l'achever, puis il l'intitula « Documentation intégrale ». Très confiant, Xie Jin montra le livre à l'empereur Yongle, mais celui-ci ne fut pas du tout satisfait. Zhu voulait une encyclopédie rassemblant dans la même œuvre toutes les connaissances culturelles de la nation chinoise depuis des milliers d'années. Mais Xie Jin maîtrisait surtout les ouvrages confucéens. Zhu persuada plus tard Yao Guangxiao, un confident qui s'était retiré dans un temple, de revenir travailler pour lui. Yao Guangxiao augmenta alors l'équipe d'une centaine de rédacteurs, passant à 2169 personnes, avec notamment des médecins, moines célèbres, calligraphes, peintres, artistes d'opéra et artisans de divers métiers. En hiver de la 5e année du règne de Yongle, ce projet phare fut enfin achevé. Ce grand livre sans précédent contient près de 8000 ouvrages anciens et contemporains, soit un total de 11 095 livres en 22 937 volumes pour 370 millions de caractères. Zhu donna à ce nouveau livre le nom retentissant de « Grande encyclopédie de Yongle » et écrivit une préface. Lorsqu'il y a un grand chaos, un travail doit être fait pour une compilation unifiée de tous les livres, avec des politiques et coutumes appropriées. C'est une préface pour la biographie de tous les rois et un ouvrage pour toutes les générations. Ainsi, la grande encyclopédie de Yongle est devenue une œuvre éternelle et un témoin culturel des exploits historiques de Zhu. Au cours de la 19e année du règne de Yongle, la grande encyclopédie de Yongle, un grand chef-d'œuvre, a accompagné cet empereur pour s'installer à Beijing. Elle fut d'abord sauvegardée dans le pavillon civil de la cité interdite, situé du côté est du pavillon de révérence au ciel, puis transférée au Wenyuange, pavillon de la profondeur littéraire. Ce pavillon, tel qu'on le voit aujourd'hui, fut construit lors de la 41e année du règne de Qianlong des Qing. À l'époque des Ming, le pavillon de la profondeur littéraire se situait près du pavillon actuel, côté sud. Sous l'ère des Ming, ce pavillon avait non seulement pour fonction de stocker des livres, mais aussi d'accueillir le centre politique de la fonction publique. Zhou Yuanzhang a instauré la dynastie Ming en bouleversant le système des officiers civils existant depuis plus de 1000 ans. En raison de ses craintes ou probablement de son avidité du pouvoir, il abolit le poste de Premier ministre dont les fonctions furent reprises par l'empereur. Pour éviter l'émergence de puissants ministres qui menaceraient son pouvoir impérial, l'empereur dut alors gérer un grand nombre d'affaires, s'occupant à la fois de ceci et de cela, et fut donc submergé de travail. Zhou Yuanzhang créa donc un poste de grand secrétaire du cabinet impérial pour le seconder comme conseiller et dont la vraie fonction équivaut à celle d'un secrétaire. Zhou Yuanzhang, qui connut l'épreuve des guerres brutales et des luttes de pouvoir, ne laissa ainsi aucun de ses fonctionnaires acquérir un véritable pouvoir décisionnel. Il sélectionna plusieurs fonctionnaires compétents, tous issus de l'Académie impériale, et les nomma grands secrétaires de la cour impériale. Présents au quotidien au pavillon de la profondeur littéraire, ils participèrent aux affaires gouvernementales. Cette institution permanente fut nommée Cabinet impérial. La nouvelle logique du pouvoir est alors basée sur une nouvelle structure du pouvoir. Zhu contrôlait personnellement le pouvoir de décision auparavant confié au Premier ministre, tandis que le pouvoir de délibération était attribué au cabinet impérial et le pouvoir exécutif conféré à 6 ministères. Localement, il existait 3 commissions chargées de la justice, de l'armée et de l'administration, chacune étant indépendante et directement responsable devant les 6 ministères.
À partir de la période intermédiaire du règne de Yongle, le pouvoir du cabinet augmenta progressivement. Il commença à servir simultanément 6 ministres, devenant ainsi au plus haut niveau le groupe de réflexion et de décision de l'empereur. Contrôlé par Zhu, le cabinet et les 6 ministères remplissaient leurs fonctions respectives. Les ordres exécutifs du plus haut niveau de l'État étaient donnés depuis la cité interdite et distribués dans tout l'Empire à travers 1936 relais postaux sur 143 700 km. 在明朝啊，比元朝、比几大朝的一战比较规范化。明朝的一战特别起作用的是边远地区的一战。一个国家一战用现代来归纳的，现在它不仅仅是交通问题，一战既有交通，因为你到了一战，一般都要修条路，所以不仅仅是交通问题，是国家这个传达证明，输送物资很重要的一个问题。 Se trouvant sur l'axe central de la cité interdite, le Xinyandian, pavillon de la paix impériale, fut dédié au dieu du nord du taoïsme, soit le dieu Xuantian, également appelé le dieu Zhenwu. Cette statue de l'empereur Zhenwu est censée ressembler à Zhu, ayant des traits du visage de Yongle. L'empereur Yongle prétendit être la réincarnation du dieu Zhenwu après 500 ans. Il croyait fermement que l'empereur Zhenwu l'avait aidé à gagner la bataille contre le désastre du pays. Ainsi, il plaça la statue de l'empereur Zhenwu sur l'axe central de la cité interdite, gardant à jamais sa capitale impériale et son empire. 朱元璋和朱棣爷儿俩实际上都有一个从南方往北方打的过程。这打的时候呢，这爷儿俩都说过，曾经 亲眼看过，甚至就是感受到过，这真武大帝对他的军队的护佑。 Dans la culture chinoise, le nord se caractérise par l'eau et le dieu Zhenwu est également un dieu de l'eau. Il incarne donc aussi le sapeur-pompier de la cité interdite. Cependant, même avec le dieu du nord protégeant la cité interdite, les prairies du nord furent toujours aussi turbulentes. Au cours de la 22e année du règne de Yongle, 2 mois seulement après le retour de Zhu, marquant la 4e expédition dans le nord, Arutai, chef de la tribu des Tatars, se déplaça de nouveau vers le sud pour attaquer la ville de Datong. Avec le transfert de capitale, Zhu mena en moins de 4 ans 3 expéditions consécutives et y remporta à chaque fois une grande victoire. Mais Zhu ne fut pas vraiment un grand dieu taoïste. Il vécut dans ce bas monde des mortels avec un corps non indestructible. Il ne pouvait pas lutter contre les lois de la nature. Zhu avait déjà 65 ans et son état de santé s'aggravait de plus en plus. Mais face à la provocation des Tatars, il dut repartir au combat. Cependant, cette expédition fut vaine. L'armée des Ming ne parvint pas à capturer la force principale des Tatars et dut se retirer après une grande parade armée. À cette époque, le plus important n'était pas d'anéantir l'ennemi, mais de pouvoir permettre à Sa Majesté l'Empereur, gravement malade, de retourner le plus rapidement possible à Beijing. Mais ce souhait n'a pas pu être exaucé. Lors du retour de l'armée expéditionnaire à la vallée de Yumu, Zhu, âgé de 65 ans, décéda malheureusement sans jamais pouvoir retourner dans sa cité interdite, sa si grande fierté. La période de Zhu fut révolue. L'ère d'expansion de la dynastie Ming aussi.
la vision et l'esprit de Judy allèrent bien au-delà des plaines centrales, de la Grande Muraille à la mer, englobant les 3 cultures, herbagères, agricoles et maritimes. Ayant vaincu les descendants de l'empire mongol des Yuan, il hérita également de l'esprit ouvert de cet empire. Cependant, sous son commandement, la bureaucratie n'a pas toujours compris son aspiration profonde. 600 ans plus tard, quand on se penche sur le fondateur de la cité interdite, force est de constater que bien qu'il fût l'un des anciens empereurs, il avait un tempérament totalement différent des autres souverains. Judy a laissé derrière lui l'image d'un monarque capricieux, arbitraire et même cruel pour les générations futures. Mais il est indéniable que les fondations qu'il a posées étaient solides. Pourtant, ses descendants n'ont pas poursuivi les aspirations de Judy. Le 2 août de la 22e année du règne de Yongle, selon le calendrier lunaire, le prince héritier Zhuge fut informé de la triste nouvelle. Judy était mort. Désemparé, le prince héritier prit immédiatement la décision d'envoyer son fils pour accompagner le retour du cercueil de l'empereur vers le palais impérial. Le 15 août, un prince faible et dodu accéda au trône sous le nom de l'empereur Hongxi. L'ère des héros braves et généreux était révolue. Avec l'impatience de l'empire Ming de s'installer dans la paix, Zhu Gaoqi était très différent de son père, même trop différent. Il a non seulement supprimé les expéditions militaires et flottes maritimes vers les océans occidentaux, mais a même voulu abandonner la politique nationale de faire garder la porte du pays par le Fils du ciel. Lui non plus n'aimait pas Beijing et envisagea de rendre la capitale à Nanjing. Son corps à peine enterré, toutes les ambitions et stratégies de Judy semblaient prendre fin. Mais soudainement, le destin vint appuyer sur le bouton pause. Le 10 mai 1425, première année du règne de Hongxi selon le calendrier lunaire, Zhu Gaoqi, l'empereur Hongxi des Ming sur le trône depuis moins de 9 mois, mourut au pavillon de la paix impériale. Zhu Jiangji, le préféré de son père et grand-père, monta alors sur le trône pour devenir l'empereur Xuande. Le pavillon de la profondeur littéraire, autrefois l'école des princes des Ming, est devenu aujourd'hui la galerie de calligraphie et de la peinture du musée du palais impérial. Le public peut y entamer un dialogue avec les anciens personnages à travers le temps et l'espace sur de nombreuses et très précieuses œuvres artistiques exposées ici. En 2021, lors de l'exposition Rites et styles impériaux, peinture d'anciens personnages du musée du Palais impérial tenue au pavillon de la richesse culturelle, le public a découvert le style de Zhu Jiangji, l'empereur Xuande. La peinture traditionnelle, chasse de l'empereur Xuanzong, capture de manière réaliste un moment d'une partie de chasse de Zhu Jiangji. Dans cette œuvre, il descend du cheval et regarde en arrière, après avoir abattu sa proie, un cerf blessé dans ses mains, avec non loin de là un autre cerf sauvage galopant dans la panique, une belle image bien vivante. À 16 ans, le nouvel empereur accompagna son grand-père Zudi pour une expédition dans les prairies. Courageux et décisif, il était déjà un excellent tireur à l'arc et très habile sur un cheval. Le jeune Zhu Jiangji avait accédé au trône, mais une crise de pouvoir fut cachée dans l'héritage laissé par son grand-père à l'empereur Xuande, et l'histoire sembla se répéter. 选德皇帝上台都不容易啊，他的手术什么互相争权，走入了搞暗杀，封建社会很重要的一个，就是你这个皇帝有没有作为。你看朱棣他那么有作为，明明打仗，他倒反没有什么这些乱七八糟的事。到了后面这些皇帝吧，他互相之间宫廷政变也好，互相这种阴谋夺权也好，这些宫廷斗争越来越复杂。 «
Avant que l'empereur Xuande n'accède au trône, son deuxième oncle, le prince des Han, voulut suivre l'exemple de son père et gagner une autre bataille contre le désastre du pays. Mais Zhu Jianzhi n'eut pas peur. Il dirigea personnellement une armée de 100 000 soldats pour une expédition vers le sud. À son arrivée dans la ville, la résistance des rebelles se désintégra immédiatement et Zhu Jianzhi remporta la victoire sans aucune bataille. Le prince des Han fut escorté à Beijing et assigné à résidence, libre de toute contrainte. 3 ans plus tard, il fut condamné à mort, le supplice ultime. Le problème des princes vassaux, qui existait depuis près d'un demi-siècle au début de la dynastie Ming, fut ainsi complètement résolu pendant la période de Xuande. Zhu Jianzhi fut confronté à un pays se trouvant dans un marasme financier, à cause d'activités qui nécessitaient des dépenses excessives sans précédent, comme les batailles nord et sud pendant la période de Yongle. Encore prince héritier, l'empereur Xuande, déjà témoin de la misère des exilés, connut ainsi la souffrance du peuple. Pour maintenir l'héritage de son père, il arrêta divers projets entamés depuis la période de Yongle et changea la politique d'expansion. Ainsi, tout le pays commença à se rétablir. Zhu Jianzhi n'a pas abandonné Beijing. La capitale des Ming resta donc à Beijing pour toujours. Garder la porte du pays par le Fils du ciel est alors devenu un précepte ancestral, la politique nationale et un consensus inébranlable. En mai 2021, la galerie de céramique du musée du Palais impérial ouvrit ses portes aux visiteurs dans le pavillon des prouesses militaires. C'est une sélection des trésors en porcelaine de la Cité interdite où l'on peut entrevoir le tempérament d'une dynastie. Ce pot de grillon est une imitation de l'émail du four roux, avec une couleur bleu ciel pour la cloison extérieure et une glaçure lisse à motif de fin filigrane. Il fut cuit dans le four impérial à Jinzhezhen, dans la province du Jiangxi. Dès la période Yongle, les fours de Jinzhezhen commencèrent à imiter la célèbre porcelaine réalisée par le four de la dynastie Song. Mais l'imitation de la porcelaine à glaçure de style roux ne fut produite que durant l'ère de Xuande. Bien que l'empereur Xuande aimât admirer le combat des grillons, cela fut également lié, à cette époque, à la politique de l'empereur Xuande. Après son accession au trône, l'empereur Xuande ordonna la libération de plusieurs artisans travaillant pour la cour impériale. Que ce fût pour construire des mausolées pour l'empereur précédent ou restaurer le palais de Nanjing, aucun artisan ne pouvait être détenu, et ce, sous aucun prétexte. Au cours de la période de Xuande, près de la moitié des artisans furent libérés et ne travaillèrent plus pour la cour impériale. Libérés de tout attachement personnel, ces artisans gagnèrent une liberté relative. Ainsi, ils purent consacrer plus d'énergie à la production, fabriquer plus de beaux produits et répondre aux besoins du marché. Les périodes Yongle et Xuande de la dynastie Ming restent très importantes dans le développement de la céramique chinoise. Si la porcelaine du four impérial de Jinzhezhen de l'ère Hongwu étant influencée par la tradition des Yuan, elle se traduit par un style lourd dans le corps, compliqué dans la décoration et relativement grossier dans l'artisanat. Les périodes Yongle et Xuande se sont complètement libérées de l'influence des Yuan, créant ainsi un nouveau style de porcelaine impériale caractérisé par une taille et une épaisseur modérées, avec des motifs décoratifs délicats et un fort attrait artistique. La création de ce style est étroitement liée au goût esthétique des empereurs Yongle et Xuande, qui furent remarquables quant à la peinture traditionnelle et plus généralement les arts. De tous les empereurs de la dynastie Ming, Zhu Jianzhi fut un érudit raffiné et un véritable talent artistique, avec à son actif de grandes réalisations.
Ces chefs-d'œuvre sont aujourd'hui conservés dans des musées du monde entier. La peinture fut l'un des passe-temps favoris de l'empereur Xuanzong et il contribua personnellement à la renaissance de la culture et des arts pendant cette période de la dynastie Ming. Il fut le premier empereur à peindre des souris dans l'histoire de la peinture et de la calligraphie chinoise. Dans le folklore, la souris et le melon sont considérés comme ayant de nombreux enfants, symbolisant les personnes et la richesse. Par conséquent, la présence de melons et souris dans une même peinture, comme litchi et souris, illustre bien souvent une nombreuse progéniture et la prospérité. Des courges amères et une souris est une œuvre emblématique de l'empereur Xuanzong, qui, avec les deux autres toiles, La souris mange des litchis et La souris mange un litchi, constitue une série de 3 peintures, collectivement appelées les 3 peintures de la souris. L'empereur Xuan II adorait les chats. Il gardait non seulement une centaine de chats dans la cité interdite, mais il aimait aussi les dessiner. Il donna donc aux chats une signification politique. Yang Shetse, le grand secrétaire du cabinet impérial, écrivit un long post-scriptum sur le côté droit du rouleau de la peinture « Richesse et dignité dans le pot », dont la phrase « Le souverain et les ministres sont tous vertueux, une confiance réciproque est établie, il n'y a ni souris impolie dans la cour, ni rat avide dans la nature, c'est la propre vertu du chat ». Ce fut précisément grâce à des ministres sages comme des chats qu'il n'y eut plus de souris impolies et de rats avides à la cour impériale. Zhu Jianji récompensa Yang Sheci avec la peinture « Richesse et dignité dans le pot », l'encourageant ainsi que ses ministres à assumer leurs responsabilités. Yang Sheci, d'autre part, affirma la même moralité entre le monarque et ses courtisans. Aux côtés de l'empereur Xuan II, on note la présence de Yang Sheci, Yang Zhong, Yang Pu, Jian Yi, Xia Yuanji, les officiers civils, ainsi que Zhang Fu, le duc Ying des affaires militaires. Ces fidèles ministres et bons généraux l'aidèrent soigneusement pour maintenir la situation prospère, si durement gagnée. Bien qu'il ne soit empereur que depuis 10 ans et qu'il n'ait pas pu égaler les grands exploits de Zhu Yuanzhang, l'empereur Taizu, dans la fondation et le développement d'une nouvelle dynastie, Zhu Jianji fut malgré tout un monarque qui a réussi à maintenir les belles réalisations et les bons résultats obtenus. Le fondement des règnes Zheng et Xuan résida dans le vaste territoire acquis par Zhu Yuanzhang et Zhu Di, ainsi que la gouvernance politique et l'armée laissée pour compte. La contribution de Zhu Gaoqi et de son fils Zhu Jianji fut de transformer le pays en temps opportun. Il était nécessaire à la fois d'hériter des réalisations des empereurs précédents et d'éliminer leurs abus, mais aussi de restreindre les désirs du souverain en favorisant le petit peuple afin que la société et le marché puissent se développer. Ce furent les premiers chapitres d'une histoire de 600 ans. Les empereurs, les ministres et généraux de la cité interdite géraient un immense pays, traitaient des intérêts complexes et faisaient face à diverses influences étrangères. Mais combien de temps leur vie prospère pourrait-elle durer ?